je ne suis pas du tout un spécialiste des questions d'aide au développement. Je suis un enseignant à l'université de Bamako. Bon, le regard que je vais exercer sur tout, c'est un regard d'abord de celui qui reçoit cette aide. Deuxièmement, donc, un regard externe par rapport donc, au système. Donc, mais surtout, je vais surtout tenter d'interroger le système de l'aide au développement. À partir d'un constat qui est amer, je pense que tous l'ont plus ou moins dit, c'est que depuis le temps des débuts de l'indépendance, moi je ne dirais pas depuis 20 ans, mais depuis le début des années 60, on peut dire que le bilan globalement de l'aide au développement est négatif parce que ça ne nous a pas développé du tout, et bien au contraire. Et les indices de développement, au contraire, sont devenus de plus en plus catastrophiques dans cette région du Sahel et notamment au Mali. À mon avis, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on parle d'aide au développement, mais de quel développement il s'agit? Donc, je pense que c'est une question fondamentale à laquelle on ne répond pas souvent. Et si on y répond, on répond la plupart du temps à la place des intéressés. Donc, de quel projet de développement s'agit-il? On a entendu à un moment des dirigeants africains vont faire beaucoup de publicité autour de NEPAD en disant voici un nouveau projet de développement. Mais ce projet de développement a été essentiellement pensé en termes donc d'infrastructures routières. Donc, le développement s'articule autour des routes. Donc, on a le sentiment qu'il s'agit prioritairement donc, de faire des routes. Et quand on interroge cette conceptualisation, on a le sentiment que derrière donc, ce choix de faire prioritairement donc, des routes, des voies d'accès, il y a des modèles de développement qu'on projette et qu'on ne dit pas de manière nette. Je suis originaire d'une région de la partie ouest du Mali, qui est la région de Kaï, où à l'époque, pour se rendre de Bamako à Kaï, il fallait presque toute une journée. On ne savait pas quand on quitte, on ne sait pas quand on arrive. Maintenant, en 6 ou 7 heures de temps, on peut aller de Bamako à Kaï, ce qui est un immense progrès. Donc pour les citadins que nous sommes, c'est un grand plaisir d'être au bout de 7 heures de temps à Kaï. Il y a un gain de temps, c'est énorme. Mais le constat amer, par exemple, que l'on peut faire tout au long quand on parcourt cette route, c'est qu'il y avait toute une vie économique qui se déroulait tout au long des 600 km entre Bamako et Kaï. Il y avait des productions locales, il y avait donc des marchés hebdomadaires où des gens venaient échanger les productions locales. Mais aujourd'hui, quand on fait le long de cette route, on trouve les mêmes produits qu'on trouve en Occident, de Bamako, jusque dans ces villages-là, et l'économie est la conséquence négative de l'implantation de ces routes-là qui ont formidablement accéléré donc, le temps. C'est un désastre économique. Donc, ça pose des questions par rapport donc, aux choix de développement qui sont souvent faits au nom de certaines rationalités qui ne sont pas les rationalités propres ou bien propices aux intérêts de nos populations. Il y a aussi une autre interrogation qu'il faut porter, c'est que souvent quand on entend parler de l'aide publique au développement, on a le sentiment qu'il s'agit de dons généreux de la part de l'Europe, sans contrepartie, etc. Or que essentiellement, donc, les interventions précédentes ont montré qu'il y a une bonne partie de dette qu'on ne dit pas souvent à nos États et qui alourdit le fardeau de la dette avec les conséquences dramatiques quant au remboursement de ces dettes-là, qui constituent un fardeau de plus en plus insupportable pour nos pays. Donc, ensuite, ce qu'on dit faible capacité de décaissement, parce qu'on ne parle pas aussi des conditionnalités, qui sont liées souvent à ces prêts, et qui font que, très souvent, c'est des conditionnalités pratiquement impossibles à remplir, et qui font que nos États ont de la peine à remplir ces conditionnalités. Pourquoi ces conditionnalités? Moi, je pense que ce qu'on ne dit pas aussi de manière nette, ce qui fait que, en tout cas, nos économies locales sont éliminées du fait de ces conditionnalités et des possibilités de participation à l'exécution sur le terrain de ces pratiques. Parce que ce que l'on constate aussi, c'est que la plupart du temps,
S'il y a des financements qui sont donnés par l'Europe ou par les États-Unis, ce sont les entreprises, principalement les entreprises européennes, qui bénéficient de ces marchés-là. Donc en réalité, dans les faits, on assiste au phénomène suivant, c'est que au moins 80% de ces financements reviennent en Europe, et ce ne sont que des miettes qui existent, qui restent sur le terrain. Et notamment même en termes d'ONG, maintenant, la plupart du temps, c'est à des ONG européennes, à des ONG occidentales qu'on confie l'exécution de ces projets-là. Et même quand on parle dernièrement de financement de 3 milliards de l'Europe, il n'est pas surprenant de constater que ce sont les entreprises françaises qui se sont précipitées à Bamako pour aller justement cueillir l'exécution des marchés qui sont liés à ces financements-là. Autre question aussi qu'on aborde rapidement dans le temps. Madame tout à l'heure parlait aussi des questions de détournement et de corruption. C'est vrai, ça existe dans nos pays. Mais il y a une étude récente de l'Union africaine conduite par Thabo Mbeki qui explique que si on essaie de faire une statistique un peu des ressources africaines, cette étude porte essentiellement sur le montant des, comment ils appellent ça, en tout cas des ponctions qui sont faites en Afrique et qui remontent en Europe. Dans cette étude, on note que c'est à peu près 5%, la corruption locale. L'impact de la corruption locale n'est que de 5%. Et qu'il y a 35% en ce qui compte. Oui. Non, pas du montant de l'ordre, c'est-à-dire du produit. Oui, c'est ça, du PIB. Oui. 5% de la richesse. Oui, 5% de la recherche, donc. Moins qu'en Italie. Pardon? Moins qu'en Italie. 5% donc sont pompés en quelque sorte par la corruption du système local. Et 35% par les milieux plus ou moins mafieux qui se constituent tout autour de ça. Et 60% par les multinationales. Donc, et puis, il donne des indications pays par pays. Et c'est allé illustratif. C'est pour simplement faire comprendre que, parce que souvent, on explique souvent aux Européens que ça ne marche pas, parce que la plupart de vos sous sont détournés par les Africains eux-mêmes, par les gouvernements africains. C'est vrai qu'il y a des détournements et que c'est inacceptable par rapport donc à la situation dramatique de nos populations. Mais on oublie souvent que c'est un système mondial qui est là, qui existe et qui sécrète donc la corruption et qui sécrète par conséquent la misère et qui l'entretient de manière continue. Et que le système d'aide de développement, tel qu'il est pensé, tel qu'il est mis en œuvre aujourd'hui, ne contribue pas du tout à enrayer ce phénomène, bien au contraire. Enfin, par rapport donc à des alternatives, je pense qu'il faudrait vraiment, à mon avis, en interrogeant plus en profondeur cette question d'aide publique au développement, interroger même le système. Peut-être qu'il faut le repenser. Le repenser comment? D'abord en prenant soin de demander leur avis aux Africains. Parce qu'on parle d'aide publique au développement, on ne demande pas le point de vue, on ne demande pas aux Africains le point de vue d'aide publique au développement, de quel développement ont-ils besoin, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Ils ne sont pas interrogés. Ce sont donc des situations qui sont pensées de l'extérieur, des solutions qui sont pensées de l'extérieur, des moyens qui sont amenés de l'extérieur. Et donc, il n'est pas étonnant que le résultat soit catastrophique dans la mesure où on n'interroge pas du tout les intéressés. Et j'en veux pour exemple les projets qui sont en cours en ce qui concerne la situation au Nord Mali. On dit que c'est un problème de développement. Bien sûr, c'est un problème. Il y a un problème de développement. L'Europe dit, je mets 3 milliards sur la table. À quoi vont servir ces 3 milliards-là? Ce n'est pas aux Maliens qu'on demande, à plus forte raison aux populations qui vivent dans ces régions-là, mais c'est l'Europe qui décide. C'est un prêt que l'État malien va contracter. Ce prêt va servir à faire telle chose. On n'a pas demandé l'avis des Maliens. Et
Et ça pose problème. Je pense que la question fondamentale, c'est de mettre les peuples concernés au cœur même des projets de développement, en les interrogeant, en définissant des projets de développement à partir de l'expression de ce dont ils ont réellement besoin, et des perspectives de développement qui sont les leurs. Je pense que la deuxième piste qu'on peut interroger aussi, c'est, je pense que déjà dans la coopération décentralisée, il y a des pistes qui sont des pistes qui sont envisageables. D'abord en essayant de faire des projets de coopération interne à nos pays. Je prends un exemple. On parlait tout à l'heure de Sikasso. Sikasso est une zone excédentaire en ce qui concerne les produits céréaliers. Et la région de Kidal, par exemple, est une zone déficitaire. Et quand on prend à l'inverse la région de Kidal, c'est une zone où il y a beaucoup d'élevage, alors que ce n'est pas le cas dans cette région du sud. Donc on peut favoriser la création, l'extension de courants donc, entre l'économie de certaines parties du sud par rapport à certaines parties du nord. Donc créer ce courant de telle manière à créer donc, des réseaux complémentaires qui puissent permettre donc, à la fois donc, de mettre en synergie des réalités économiques, mais aussi de bâtir des courants d'échange susceptibles un peu de faire en sorte que ces parties-là aient des liens de telle manière que ça puisse aussi favoriser le dialogue et la construction de la paix. Parce qu'il y a des courants économiques qui auraient été tissés à l'intérieur de nos pays. Je pense que cela manque dans les projets de coopération. L'autre aspect aussi dans les projets de coopération, ce sont ces rapports sud-sud. Ce n'est pas seulement des pays du nord vers les pays du sud, mais aussi je pense qu'il y a d'immenses possibilités de bâtir des ponts dans la coopération sud-sud qui ont parfois des réalités sociologiques, économiques, culturelles qui sont plus proches que des réalités que nous vivons par rapport à celles qui sont vécues en Europe. Et enfin, je pense que le troisième axe, il faut bâtir de nouvelles solidarités internationales qui tiennent beaucoup plus compte, pas de la rationalité du capital ou des intérêts, si vous voulez, des systèmes bancaires, mais plutôt donc, des intérêts des populations qui vivent au nord et au sud, et des économies donc, visant à satisfaire les besoins fondamentaux des populations plutôt que d'encourager des productions simplement pour l'échange au niveau du marché mondial. Voici quelques pistes de réflexion que je voulais proposer à votre aimable attention. Je vous remercie.